Ariel Ada, là, vous venez d'entendre en fait Madame Siofachin, et effectivement ces propos rencontrent les vôtres. Oui, c'est normal. Je crois que vous avez effectivement une expérience l'une et l'autre, et de ses enfants et de ses familles. On était en train on a pris Madame Siofachin à l'heure qui était dite, mais on était en train d'essayer d'identifier les indices qui nous permettaient en fait de savoir comment est-ce que l'on pouvait reconnaître un enfant surdoué. Et vous nous en avez livré bon nombre, déjà depuis le début de cette émission. Et vous disiez notamment aussi, il adore les jeux qui peuvent paraître un peu compliqués. Oui, ils aiment bien la complication. D'ailleurs, les tests, parfois, ils les ratent parce qu'ils cherchent la complication. Ils aiment bien faire quelque chose de difficile. Ils aiment bien faire travailler leurs neurones. Quand c'est trop facile, ça ne les intéresse pas. D'ailleurs, ils ne le font pas. C'est pour ça qu'à l'école, ça marche mal. Parce que parfois, souvent, c'est trop facile. Et ils adorent, au contraire, rencontrer une difficulté, la vaincre. Et tout le monde a plaisir à faire quelque chose de difficile et à le réussir. C'est une sensation de plaisir que tout le monde éprouve. Il y a des témoignages de parents, en fait, d'enfants surdoués. Voilà. Et je veux dire simplement qu'ils la rencontrent moins souvent, cette occasion, moins souvent que d'autres. Et le plaisir de faire quelque chose de difficile, de cette victoire-là, a un goût particulier qu'on peut savourer vraiment. Certains parents en fait disent que leurs enfants mélangent des puzzles de 1000 pièces, 3 puzzles de 1000 pièces, et puis s'amusent en fait à les reconstituer. C'est un témoignage en fait de parents d'enfants surdoués que j'ai lu dans la presse. Ça occupe au moins. Voilà. Plus longtemps. C'est certain. Et alors ils ont également souvent un sens aigu de l'injustice, ça vous l'avez dit. Oui. Ça, ils sont souvent délégués de classe. Ils sont souvent délégués de classe. Oui, parce que ils savent parler, ils savent s'exprimer, ils ont moins peur des adultes et ils savent résumer les choses. Et en même temps, comme ils ont ce sens de la justice, ils peuvent exposer une cause avec véhémence et passion. Ils sont passionnés, il faut le dire. Ils sont vraiment souvent passionnés, même avec véhémence quand ça leur plaît. Et est-ce que le risque n'est pas précisément que, comme ils ont ces facilités, ils se tournent plus spontanément vers les adultes et ignorent un peu leurs petits camarades, de sorte qu'ils aient du mal à s'intégrer à une classe? Tout dépend des enfants, parce qu'il y en a qui s'en tirent très bien en étant leader. Alors j'en ai vu qui me disaient juste, tu as des amis? Oui, parce que c'est moi qui trouve les jeux et les autres suivent. Petit Napoléon, vous voyez, mais enfin, pas le côté conquérant, mais le côté Napoléon. Leader. Oui, puis Napoléon a organisé une bataille de boules de neige dans l'internat où il était, qui a duré, à Brienne, qui a duré, 15 jours, quelque chose comme ça. Et donc, ils ont ce côté leader. Parfois, donc, ils ont des copains. Ils disent, j'ai des copains, mais je n'ai pas d'amis. Et quand ils ont un véritable ami, c'est en général un enfant comme eux. D'accord. Et les enfants doués se reconnaissent entre eux. Ils savent, ils reconnaissent, ils perçoivent quelque chose, et là, ils sont très vite amis et profondément amis. D'accord. Et peut-être ont-ils besoin aussi un petit peu de cet esprit de compétition et de se frotter en fait à l'intelligence. Ah non, c'est même pas ça. C'est plutôt l'entente tacite. C'est plutôt le plaisir de se comprendre à mi-mot, le plaisir de s'échanger des livres qui plaisent ou de parler de sujets qui n'intéressent pas les autres. Pour vous donner un exemple, j'ai vu une fois un garçon qui était dans une école primaire, il était en CM2, un peu en retard, il avait des problèmes d'intégration, j'étais dans un dispensaire, et il était très intelligent, il était charmant, il était plein d'humour, et il me dit, pour vous expliquer ce qu'il en est, je suis le seul à avoir lu Le Seigneur des Anneaux. Ah oui. Voilà, ça résume tout. Et vous en avez vu passer, vous, beaucoup d'enfants surdoués Ah oui, je ne sais pas, je ne compte pas, quand on aime, on compte pas, mais des milliers, parce que j'ai travaillé dans des dispensaires et dans des écoles aussi, et forcément, 2%, quand on travaille très 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 longtemps, ça fait beaucoup. Bien sûr. Mais il doit y avoir des drames aussi quand aux parents vous êtes obligés de dire, mais non, finalement, votre enfant ne relève pas du surdon, mais s'il a... C'est très rare. C'est très rare. Ça n'arrive presque jamais. C'est un petit peu un parcoure du combattant d'aller passer un test, en plus il faut payer, et puis il faut avoir le courage. Est-ce que c'est cher? Parce qu'effectivement, c'est une question... Alors il y a une association, la FEP, qui fait le test de QI et qui prend, je sais plus, je crois 160 € pour faire le test avec 3 lignes de commentaires. Moi, je fais quelque chose de très approfondi parce que je fais un test de personnalité, j'écris un compte-rendu qui fait 5-6 pages et c'est vraiment... ça me prend énormément de temps parce que je l'écris à la main d'abord, parce que mon circuit à moi c'est comme ça. Ouais. Et je prends selon l'âge, de 240 à 260 selon l'âge. D'accord. Parce que c'est plus ou moins long.
Ça peut être plus cher parce qu'il y a des gens qui font payer une première consultation, ce que je ne fais pas. Je la fais un peu par téléphone pour présenter les choses. Et oui, ça coûte cher, mais enfin, il y a des arrangements. Les gens peuvent faire plusieurs chèques ou des choses comme ça. D'accord, donc effectivement, oui. C'est quand même beaucoup de travail, c'est quand même 10 heures de travail. On est obligé quand même de compter ces 10 heures de travail. Sur un enfant, c'est quand même une dizaine d'heures. Oui, le test, c'est 2 bonnes heures. La rédaction, je le reprends, mais c'est moi qui suis un peu lente, parce que je fais ça vraiment à fond. Et ensuite, je revois les parents. Encore pour leur rendre les résultats, donc tout ça prend beaucoup de temps. D'accord, très bien. Donc si on continue, là c'est un petit peu le fil rouge finalement des questions que je suis en train de vous poser, mais si l'on continue sur les indices qui permettent d'identifier un enfant, ou en tout cas d'avoir une présomption de surdon, donc sens esthétique en fait souvent assez développé, la musique, les arts plastiques. Oui, ils aiment ce qui est beau. Ils aiment ce qui est beau. Et je dis souvent aux parents, puisque l'école apprend les choses, vous leur apprenez la beauté, vous leur apprenez ce qui est esthétique, vous leur apprenez l'émotion esthétique, vous leur faites c'est une façon découvrir les merveilles de la nature, ou la musique, ou les tableaux, enfin les musées, ils aiment, et il faut toujours initier les enfants à la beauté parce que ça donne une personnalité harmonieuse. On dit souvent aussi qu'ils ont le sens de l'humour. Ah oui, ils ont le sens de l'humour. Alors c'est merveilleux parce que au départ, ils sont toujours un peu réticents, mais quand on leur dit quelque chose qu'ils apprécient, ils se détendent, ils rigolent, ils se détendent. Et je dis même que pour identifier un enfant doué dans une classe, le professeur fait de l'humour. La première fois, tout le monde sera un peu perplexe, et la seconde fois, il y a un enfant qui se permettra un sourire ou même un rire, et ça, c'est un enfant doué. D'accord. Et souvent, ou en tout cas parfois distrait. Pas forcément doué de cette capacité de concentration. Rêveurs, ils rêvent, ils s'ennuient, ils rêvent, ils ont besoin, ils ont un imaginaire très intense, ils ont un imaginaire très riche, et l'imaginaire aussi participe à la construction de la personnalité. Et surtout en classe où ils s'ennuient, alors vraiment je parle d'échappées bienheureuses, échappées bienfaisantes, là ils gambadent dans des vertes prairies où c'est beaucoup plus gai, et ils ont une énorme imagination. Je parlais d'imaginaire, mais ils ont une énorme imagination. Jacqueline ? Un message, mais avant, je rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie, que vous entendez Ariel Ada nous parler des enfants surdoués. Donc, le message d'une auditrice: mon fils de 10 ans a une écriture effroyable, parce que, me dit-il, sa tête va plus vite que sa main. Comment l'aider et rééduquer l'écriture ? Il existe un groupe des graphothérapeutes et rééducateurs de l'écriture. Alors, le SIG, c'est GG, groupe graphothérapeute, rééducateur de l'écriture. Et sur Internet, ils ont un site, et vous cherchez une adresse proche de votre domicile. Et généralement, ce sont des gens qui connaissent les histoires de dons intellectuels, parce que la majorité des enfants qui voient justement ce problème, ce que Jean-Charles Terrassier a appelé la dysynchronie, qui est justement ce décalage. Et voilà, il faut absolument le faire. Quand c'est comme ça à 10 ans, il faut absolument voir un spécialiste, pas un orthophoniste, mais rééducateur de l'écriture. Ça c'est bien parce que c'est vraiment une information. Ah oui, il faut absolument. J'ai vu des enfants dont on disait qu'ils étaient dysgraphiques, enfin on les mettait vraiment dans un domaine pathologique, et avec ça ils s'en sont vraiment très bien sortis. Et ça, vraiment, faut pas faire l'économie de ce genre de rééducation. D'accord. Donc nous avons en ligne cette fois Daniel Jachet. Donc, Monsieur Jachet, vous êtes là ? Je vous écoute. Bonjour à tous. Voilà, et vous nous écoutez, je crois, également sur Internet. Donc, vous avez entendu l'émission depuis le début. J'ai pu entendre la quasi-totalité de l'émission avec quelques coupures, ce qui fait que si je suis amené à répéter des choses qui ont déjà été dites, je vous demanderai de bien vouloir me le pardonner. Non, mais je vous en prie. Donc, vous avez été professeur de physique, c'est ça, puis proviseur adjoint de lycée, et enfin principal de collège. Exactement. Au Havre. Voilà. Au Havre, dans la région havraise d'abord, à Sainte-Adresse, dans une commune limitrophe, puis ensuite dans un collège de centre-ville au Havre. Voilà, et nous avions eu l'occasion de rencontrer il y a quelques années déjà, justement pour un article que je rédigeais à l'époque sur des enfants surdoués, et vous étiez, donc c'était le collège de la Ève, c'est ça, hein ? Le collège de la Ève à Sainte-Adresse, il y a une bonne dizaine d'années en effet, où j'ai commencé une expérience après avoir lu Ariel Ada, que je salue, et grâce à qui j'avais commencé une formation de psychologue entre guillemets, puisque moi je ne suis pas du tout psychologue, hein, évidemment. Mais et vous êtes finalement un praticien. Ariel Ada, et puis de Jeanne Siofachin également, à qui je dis bonjour. Voilà, et que nous avons entendu également. Et donc, alors, parlez-nous un petit peu finalement des difficultés que peuvent rencontrer dans le cadre d'une classe ces enfants surdoués, et de quelle façon peut-on y remédier ? Alors, déjà,
déjà, dans le cours de l'émission, vous avez exposé un grand nombre des difficultés rencontrées par ces enfants, difficultés d'ordre relationnel avec leurs petits camarades et avec les enseignants, qui ne comprennent pas toujours ou qui ne savent pas toujours interpréter un comportement plutôt déroutant. Je garde le souvenir, moi, d'un petit garçon de 6e qui, le jour de la pré-rentrée, attend que tous ses camarades soient repartis en fin de matinée pour aller vers le professeur et puis lui dire « Madame, je suis enchanté d'avoir fait votre connaissance ». Évidemment, ce genre de propos n'est pas banal et parfois peut être mal interprété comme une sorte de provocation ou d'insolence. À 6 ans, 6 ans, c'est ça. Oui, à 10 ans, à l'entrée en 6e, donc 10-11 ans. Mais donc ce sont des comportements qui peuvent être la source de mauvais jugements et d'évaluations difficiles de la part d'adultes qui ne supportent pas bien un comportement qu'ils ne comprennent pas. D'accord. Et donc, finalement, est-ce que l'éducation nationale est armée? Est-ce qu'elle s'est intéressée, l'éducation nationale, à ses enfants depuis longtemps ou pas? Alors, il y a donc plus d'une dizaine d'années maintenant où j'ai commencé cette expérience, puisque pour moi c'était un départ sur une table rase, et où j'ai pu me lancer dans une aventure qui était très mal jugée à la fois par mes supérieurs hiérarchiques et par mes collègues des autres établissements qui me soupçonnaient de vouloir réaliser un collège d'élite, puisqu'il y avait un malentendu sur les objectifs. Il a été assez long et difficile à rompre ce malentendu. Pourtant, on parle de temps en temps d'élitisme républicain. Pardon, je vous interrompais pour plaisanter en disant on parle de temps en temps d'élitisme républicain, mais l'élitisme, dites-vous, n'est pas très bien vu. Il n'est toujours pas très bien vu dans l'éducation nationale. Alors, le service public en particulier a une formation intellectuelle qui remonte à il y a longtemps et qui l'empêche d'accepter facilement cette notion de don ou de surdon, alors que l'enseignement privé, et là je ne prêche pas pour ma paroisse naturellement, mais l'enseignement privé a quand même assez rapidement pris conscience de ce qui pouvait être fait et a ouvert des établissements ou des classes dans certains établissements en beaucoup plus grand nombre. Et vous, concrètement, qu'avez-vous essayé de faire au sein des classes dont vous vous occupiez ? Alors, il a fallu commencer par le commencement, c'est-à-dire à la fois informer l'école primaire qui nous amenait des enfants en 6e, donc comment détecter dès l'école les petits précoces, informer les professeurs qui allaient enseigner avec ces enfants-là, parce qu'évidemment ça ne s'improvise pas, il faut être au moins au courant de ce qui se passe dans leur tête, et puis obtenir une autorisation plus ou moins bienveillante de la hiérarchie, et tout ça n'a pas été simple. Mais enfin, ça a pu se faire à Sainte-Adresse, ça a fonctionné pendant au moins 7 ou 8 ans. Et ensuite, dans un autre établissement du Havre, ça a fonctionné jusqu'à ce qu'un inspecteur d'académie m'empêche littéralement de poursuivre. D'accord, donc ça c'est effectivement les difficultés que vous avez pu rencontrer vous avec l'éducation nationale, mais finalement qu'est-ce que vous proposiez aux enfants que vous accueilliez dans ces classes ? Alors, il y avait d'abord un regroupement de tous les petits précoces afin qu'ils ne soient plus victimes d'un isolement qui leur était pénible à vivre. Donc se retrouver par petits groupes mélangés à d'autres, c'était pas des classes homogènes remplies uniquement de petits précoces, mais qui était à peu près moitié-moitié, donc il y avait une espèce de symbiose qui se formait là, qui était profitable à tout le monde, aussi bien aux précoces qu'aux autres. Et en phase 2, il y avait des enseignants qui savaient comment interpréter à la fois leur curiosité, leur soif de connaissance, et en même temps tous ces petits problèmes qui ont été évoqués dans le début de l'émission, c'est-à-dire une écriture, un soin qui laisse à désirer, mais qui ne sont pas des manifestations de mauvaise volonté, mais une incapacité, je dirais, naturelle, contre laquelle il faut lutter bien sûr, mais sans a priori, sans procès d'intention, sans jugement dévalorisant, humiliant, etc. Il faut traiter le problème sans le prendre pour une manifestation de je m'en foutisme, par exemple.